Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Laurence Zébus-Jones, directrice associée chez Impact Partners et votre animatrice pour ce rendez-vous Pacte. Donc le Pacte avec un Q est une initiative du ministère de la Cohésion des Territoires, initiée en 2018 et qui vise à faciliter l'engagement des grandes entreprises dans les actions de développement économique et social des territoires fragiles et principalement des quartiers prioritaires. Donc, nous sommes ce matin avec des entreprises engagées dans le pacte et j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Courtaigne, Sustainable Sourcing Director de L'Oréal, Loïc Delannoy, je ne le vois pas à l'écran. Loïc. Ici, vous oui, m'entendez? d'accord. On vous entend. Donc, responsable du domaine pilotage bancaire et patrimonial au Crédit Agricole Centre-Est. Et Geoffrey Liétard, directeur des opérations supply chain chez Expert Buy du groupe EPSA. Est-ce que Geoffrey est là également? Oui, je suis là. D'accord, super. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Et j'oublie notre entrepreneur témoin, Jérôme Sali, président de Morue France Cuisine. Donc, un grand merci à tous les quatre d'avoir accepté de témoigner ce matin sur le thème des achats en temps de crise. Alors, je remercie également le GESAT, notre partenaire du pacte sur les achats, en la personne de Fabrice Loire, responsable. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, juste quelques consignes pour démarrer. Durant les interventions, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit module conversé en bas de votre écran. Essayez de les partager à tous, comme ça, même les intervenants peuvent les voir en direct et on essaiera d'y répondre après chaque intervention de manière à ce que cette réunion soit la plus interactive possible. En fin de présentation, on va essayer d'avoir à peu près 20 minutes vraiment pour pouvoir échanger et là, vous aurez la possibilité de poser oralement vos questions. Et on ouvrira bien sûr les micros à ce moment-là. Alors peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je vous propose un petit sondage auquel vous devez répondre en juste quelques secondes. Est-ce qu'on peut le mettre à l'écran, Théo? Oui, et le sondage est anonyme. Voilà, donc 1 seconde au lieu d'1 minute. Selon vous, en période de crise post-Covid, quel doit être le critère déterminant d'une stratégie achat? Le prix, le service, le local, les achats locaux, le social, l'environnement. Je vous laisse soumettre ça très, très vite et on partagera les résultats. On est bon? Oui. Alors, donc c'est le local qui est… Alors, c'est un peu, c'est départagé, mais donc les achats locaux arrivent en tête. Et ensuite, le service, la qualité du service, ce qui est assez étonnant, c'est que le prix, finalement, parmi les participants, est le critère, je veux dire, le moins important. Donc, c'est autour de ces notions-là que nous allons discuter ce matin. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Jérôme Courtaigne. Jérôme, vous êtes Sustainable Sourcing Director. Votre titre en lui-même est une promesse d'une mise en œuvre d'achats responsables sur toute la chaîne. Alors, vous pouvez nous dire concrètement ce que recouvrent vos fonctions? Oui, bonjour à tous, très, très heureux d'être avec vous. Donc, moi, j'ai un parcours achat dans le groupe L'Oréal. Je reviens d'Amérique latine où j'ai passé 3 ans. Je suis revenu en fin d'année et j'ai repris la responsabilité du développement durable pour les fournisseurs. Donc ça, c'est une dimension très forte pour nous qui est complètement intégrée dans notre politique achat.
dans le sens intégré de manière très concrète, c'est que ça rentre dans la sélection des fournisseurs, dans leur évaluation et dans l'attribution de nos business. Donc nous avons une politique achat autour de la sustainability, autour de 3 piliers. Un premier pilier que nous appelons Protect, c'est le sujet de la compliance de nos fournisseurs à des standards, donc à travers la signature d'un engagement éthique et des audits sociaux. Ensuite, on a un deuxième pilier que nous appelons Empower, comment on arrive à engager nos fournisseurs dans une démarche d'amélioration continue. Donc, nous travaillons tout particulièrement avec deux standards, avec CDP pour la partie climat, eau et déforestation, mais aussi avec EcoVadis, donc une évaluation qui donne lieu à un plan d'action pour viser des progrès continus. Et enfin, quand on a fait ça, quand on a un niveau de compliance où on protège notre business, la réputation de nos marques, qui est vraiment pour nous notre assurance à long terme, et cette réputation, elle n'a pas de prix pour le groupe. Quand on a engagé nos fournisseurs dans une démarche d'amélioration continue, le troisième, c'est qu'on peut avoir un impact social notamment, dans les communautés, avec les catégories les plus vulnérables. Et c'est un programme que nous portons depuis 10 ans, qui est le Solidarity Sourcing, un programme d'achat inclusif. Donc, en quelques mots, c'est comment nous utilisons nos achats, nous faisons levier sur nos achats pour donner accès au travail à des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est un levier extrêmement fort. C'est un programme que nous développons depuis plus de 10 ans, qui couvre l'ensemble des catégories d'achat, l'ensemble des pays. Et nous pensons plus que jamais que ce sujet d'inclusion, d'impact social est d'actualité, parce que nous savons que les catégories de personnes les plus vulnérables avant la crise vont être les plus touchées. Et si nous ne les favorisons pas à travers le business que nous attribuons à nos fournisseurs, eh bien, ces personnes seront encore plus éloignées de l'emploi. Et ce n'est pas notre intérêt, puisque c'est aussi une des leçons de la crise, c'est de pouvoir créer des modèles plus résilients. Et pour qu'ils soient plus résilients, ils doivent être plus inclusifs, notamment, et puis mieux protéger la planète. Donc, on a un programme d'ensemble, c'est du pilotage au quotidien. Et peut-être un dernier mot, nous considérons le développement durable comme une performance qui demande un pilotage, donc avec des objectifs, avec un suivi de ces objectifs. Et puis enfin, avec beaucoup d'humilité de notre part, c'est une politique que nous challengeons continuellement pour continuer à progresser sur un domaine qui est extrêmement large. On a une question de Sani qui nous demande si dans vos fournisseurs, vous avez des PME ou majoritairement des grosses structures pour répondre à votre cahier des charges strict. Non, ça c'est un point pour nous, un point d'attention extrêmement fort dans nos stratégies achats, quels que soient les domaines d'activité. Nous cherchons à avoir justement des panels fournisseurs divers, donc soit des grands groupes, des filiales de grands groupes, ou des PME et parfois des PME familiales. Et ça, quand on parle de local pour relier au sondage, nous pensons que l'ancrage local, il est extrêmement important puisque L'Oréal a une stratégie depuis le début de produire localement, de produire là où nous vendons. Donc, nous avons notamment un tissu industriel très fort en France et en miroir, un tissu fournisseur. Et nous travaillons avec certains de ces fournisseurs, et j'en ai un certain nombre en tête depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et parfois nous accompagnons le changement de génération. Donc non, c'est pour nous extrêmement important de faire vivre le tissu de PME. Ce qui compte pour nous, c'est vraiment la valeur ajoutée qu'apporte ce fournisseur. Et nous évaluons les fournisseurs sur 5 piliers de la performance. Si je les résume en quelques mots, d'abord la qualité qui est un fondamental.
Le deuxième fondamental, c'est le développement durable. Ensuite, le service, l'innovation et la compétitivité. Nous considérons que la compétitivité, c'est la conséquence des autres piliers. C'est la conséquence d'être performant en qualité, d'être performant en service, d'être leader sur le développement durable, d'être innovant. Et par conséquent, si une société répond à ces objectifs, elle doit être compétitive parce que n'importe quelle société doit être compétitive pour continuer à progresser sur son marché. Merci, Jérôme. Peut-être pour enchaîner, Loïc Delannoy, les résultats du sondage aussi doivent vous mettre à l'aise en tant que responsable du pilotage bancaire et patrimonial au Crédit Agricole Centre-Est. Vous êtes particulièrement sensibilisé à la nécessité de maintenir une offre, un tissu de PME et de TPE dynamique sur votre territoire. Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est vrai que le sondage nous parle à nous, Crédit Agricole Centre-Est. Alors, juste pour remettre dans le contexte, le Crédit Agricole est composé de 39 caisses régionales qui sont autonomes, dont le Crédit Agricole Centre-Est qui s'occupe qui pilote la région de Lyon, autour de Lyon. Et effectivement, pour faire écho au sondage, nous, il y a 7 fournisseurs sur 10 qui sont des entreprises locales. Donc, on est très implanté sur le territoire et notre modèle de gouvernance mutualiste aussi permet de créer un lien avec les acteurs et les entreprises locales qui sont concernés par la politique RSE grâce à notre réseau d'administrateurs et d'élus du territoire. Donc, c'est vraiment notre modèle de gouvernance qui appuie ça aussi. Sur les achats responsables, le groupe Crédit Agricole, il a entamé une démarche depuis 2010 avec la signature de la charte des achats responsables et le Crédit Agricole forcément Centre-Est s'implique pleinement dans cette démarche. Sur les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place et qui sont pour nous le socle d'après, c'est-à-dire du temps de crise qu'on a eu et qu'on a encore, donc on a aussi notre charte achat qui rappelle des règles de déontologie vis-à-vis des fournisseurs. On a des guides de bonnes pratiques, on a des grilles de choix avec une note finale qui est assez importante pour les critères RSE. C'est un minimum, c'est minimum 15%, mais on peut bien sûr aller au-delà et c'est ce qu'on a fait sur notamment un de nos chantiers emblématiques et la rénovation de notre siège actuel. Et après, on a mis aussi en place des indicateurs de suivi RSE qui sont publiés dans nos documents de référence. Donc, c'est le suivi des taux d'acheteurs qui sont formés, avec des formations qui sont mises en place par le groupe. Le nombre de fournisseurs locaux donc, que j'évoquais, de 7 sur 10, qui sont pour nous très importants. Et quelque chose aussi qui est très important et qui l'a été d'autant plus pendant la période de crise, c'est le suivi des délais de paiement pour nos fournisseurs. Donc, on a été sensibilisés et tous les acteurs ont été sensibilisés au suivi des délais de paiement et d'autant plus pendant la crise par notre service compta pour soutenir et les gros groupes et les petites entreprises qu'on a. Après, pour être franc, on a eu quand même quelques difficultés aussi pendant le temps de crise et notamment au début du temps de crise. On a eu des difficultés sur l'urgence et la rareté des produits. Je fais l'exemple des masques, par exemple, où on n'a pas su trouver d'acteurs locaux capables d'être suffisamment réactifs et avoir suffisamment de volume pour traiter l'ensemble de nos agences et de nos sites administratifs, puisqu'on était considérés comme activité essentielle, donc nos agences devaient être ouvertes. Et du coup, c'est vrai que c'est pour moi une des difficultés qu'on a pu avoir en ce début de crise. Et pour le coup, là, on a dû faire appel à notre national, on va dire, et qui, pour le coup, a dû forcément commander et à l'étranger, et on maîtrisait un petit peu moins. Voilà. Après, sur le soutien de nos fournisseurs en temps de crise au niveau local,
on a vraiment tenu à respecter nos engagements. Il faut savoir qu'on a dû annuler l'ensemble de nos caisses locales, qui sont pour nous très importantes. On a dû les reporter. Et il est vrai que quand on a nos caisses locales, on s'entoure forcément de prestataires type traiteur, type location de matériel, voilà. Et pour ne pas les mettre en tension, on a payé l'intégralité des prestations sans qu'elles soient honorées. Donc après, il y a eu la redistribution sur des associations et autres. Mais voilà, notre objectif, on avait les reins suffisamment solides pour le faire, donc on a considéré que c'était important de le faire. Voilà, on avait cette chance-là. Après, une autre des actions qu'on a pu mettre en place, c'est qu'on a, pour ne pas mettre en tension, même chose, trop fortement nos fournisseurs qui le sont déjà suffisamment, sur certains secteurs d'activité, on a pu aussi éviter les appels d'offres, par exemple. On a dit on reporte d'1 an l'appel d'offres pour éviter de les mettre en tension et qu'ils soient plus sereins sur l'année à venir. Voilà. Donc voilà. Et une autre difficulté que je voudrais partager simplement, c'est qu'on a dû commander en urgence beaucoup de fournisseurs. Alors, une des particularités du Crédit Agricole Centre-Est, c'est qu'on est en achat décentralisé. Donc notre équipe achat est relativement réduite et elle a pour rôle d'encadrer les achats qui se font dans les secteurs concernés et dans les pilotes d'activité. Et on s'est retrouvé à devoir acheter des éléments qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'acheter, beaucoup, en volume. Et du coup, ça a mis vraiment en tension notre équipe du service achat et les acteurs des activités concernées, puisqu'ils n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter tout ce qu'ils ont acheté et les volumes qu'ils ont achetés. Voilà, donc c'était une des difficultés. Et une clé que je voudrais partager simplement, c'est que donc on a un peu comme L'Oréal, des acteurs, des PME et des gros groupes. Et une des clés aussi, ça a été d'essayer de maintenir au maximum l'activité de nos prestataires. Je pense notamment, par exemple, aux restaurants d'entreprise où sur le site de Champagne, on était 700 personnes, on est descendu quasiment à 200 personnes. Et pour autant, on a maintenu en permanence le restaurant d'entreprise. On a adapté 4 fois l'offre en fonction de volume, en fonction de comment les équipes chez nous étaient organisées, certaines venaient une semaine sur 2, certaines essayaient 100% en télétravail. Donc, on a vraiment fait l'effort de maintenir le restaurant d'entreprise pour maintenir au maximum l'activité et éviter de peser sur l'économie. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être dans le concret sur le temps de crise avec les difficultés qu'on a pu rencontrer également. On a une question du coup une nouvelle question, on a une question d'Anne-Marie Dunet, qui est responsable diversité achat, qui demande quel est le rôle des banques dans le futur auprès des PME locales pour que la RSE soit effective. Eh ben, déjà, nous, notre rôle, c'est de soutenir l'économie. Donc, on a traité près de 6500 prêts garantis par l'État. Donc ça, déjà, c'est notre premier rôle, c'est de soutenir nos clients pour qu'ils arrivent à passer cette étape. Ce sera déjà beau si les emplois sont maintenus et si cette aide-là permet ça. Après, sur l'avenir, on reste sur la même trajectoire. Sur la charte d'achat responsable, ça ne changera pas et c'est vraiment ancré, c'est porté par notre direction. Actuellement, on a le chantier, on est en train de finaliser l'appel d'offres. On n'a pas passé l'appel d'offres, pardon. On est en train de finaliser la conception de
notre siège à Champagne, il est vrai qu'en aucun cas la crise a remis en question les critères RSE. Donc, que ce soit, ce qui est valable pour la rénovation de nos campus est valable pour l'ensemble de nos prestataires. Une deuxième question de Sophie Dubois qui demande comment est-ce que vous avez pu combiner l'hygiène et le maintien de l'activité dans votre restaurant d'entreprise? Alors, on est passé dans un premier temps, on a adapté en prenant, alors pour des cas très concrets, les personnels de restauration ne prenaient plus les badges, c'était les personnes qui badgeaient, ils avaient emballé tout ce qui était couvert, on avait enlevé tout ce qui était libre service, donc ça a été au tout début de la crise. Très rapidement, on est passé après en panier repas, commandable en avance. Donc, les personnes venaient simplement chercher des paniers repas et pouvaient consommer sur place, bien sûr, avec les distanciations, c'est-à-dire qu'on a réduit de 50% le nombre de places assises dans le restaurant d'entreprise. Et bon, après, vu qu'il y avait moins de personnes sur site, ce n'était pas si contraignant que ça, au final, de diviser par deux. Voilà, la capacité du restaurant. On a mis en place des horaires en fonction des bâtiments pour venir récupérer et pour venir manger sur place. Et là, à partir de mardi, on met en place, on continue les paniers repas, mais on a mis en place tout ce qui était plexi pour garantir les mesures de distanciation. Et du coup, on va pouvoir arriver à réintroduire un plat chaud. Voilà, pour être très concret. Voilà. Mais c'était limité, enfin forcément annuler tout ce qui était action où il y avait mise en commun, donc tous les salades bars et compagnie. Merci Loïc pour ce témoignage. Je vais passer la parole à Jérôme Sani qui a une autre casquette puisque en tant qu'entrepreneur, il a subi de plein fouet le plus dur de la crise liée à la Covid. Donc Jérôme, vous pouvez nous dire comment la relation avec vos fournisseurs aurait à la fois pu vous tuer mais aussi vous sauver dans cette période difficile. Bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, je suis un ancien salarié d'un grand groupe international et j'ai passé 23 ans dans cette structure-là. Donc je me reconnais dans certains d'entre vous et j'ai sauté le pas il y a 5 ans et j'ai repris une PME de 24 personnes. Donc aujourd'hui, on est 35. On est basé dans la région bordelaise et on fabrique des plats cuisinés frais à base de produits de la mer. Alors nous, la crise de Covid, il faut savoir que notre métier, c'est de fabriquer des plats cuisinés frais à base de produits de la mer qu'on vend dans 60% des cas à des poissonniers, des bouchers, charcutiers traiteurs ou des rayons poissonnerie des grandes surfaces. Et il faut savoir que dès les premiers jours de la crise, tout s'est arrêté pour nous sur cette partie-là, puisque les poissonniers n'avaient plus de poissons parce qu'il y avait quasiment plus de pêche, que les marchés étaient fermés et qu'on s'est retrouvé avec une baisse d'activité de 70% en quelques jours. Et ça a duré pendant 2 semaines. Donc déjà, la première chose, il a fallu, c'est passer en mode crise, donc s'adapter. Pour ça, on a réduit nos gammes pour pouvoir arrêter de fabriquer des produits à date courte, pour pouvoir aussi réduire les produits à forte main-d'œuvre. Mettre en place décider de réduire les équipes, de mettre en place du chômage partiel. Donc moi j'ai mis à peu près 50% de mon équipe en chômage partiel dès le début. De constituer une équipe polyvalente de petite taille capable de faire plusieurs produits. Donc là, il y a eu un vrai travail qui a été fait avec les équipes pour définir qui était polyvalent, quelles étaient les compétences et d'intégrer aussi les contraintes des personnes, puisque les équipes nous ont dit, nous, on n'a pas envie de venir travailler 4 heures par jour, on veut travailler plutôt 8 à 10 heures, on préfère travailler un jour sur 2. Donc, on a complètement, si vous voulez, revu notre organisation pour nous adapter, je dirais, aux gens qui étaient volontaires, prêts à travailler et qui avaient les compétences qu'il nous fallait pour sortir les produits qu'il nous fallait au moment venu. Voilà. Et puis, on a aussi tout de suite mis en place des consignes de sécurité qui, pour nous, n'a pas été très difficile, puisqu'en tant qu'industrie agro, on avait le matériel. Quand vous entendez parler de masques, nous, on avait des masques, on avait du gel, on avait tout ce qu'il fallait. Et ce qui était le plus compliqué, finalement, c'était de mettre en place ces consignes
qu'on utilise en production en dehors de la production, c'est-à-dire dans les bureaux, c'est-à-dire aussi dans les zones dans les vestiaires, dans les salles de pause, etc. Donc, la partie protection et sécurité du personnel, pour nous, a été simple. Voilà. Et je suis passé, moi, d'un pilotage de business à la semaine à un pilotage business à la journée, où c'était vraiment, on suivait le business à la culotte pour savoir ce qu'il fallait produire, pas produire. Voilà. Donc ça a été cette première phase qui a été pour nous une phase d'adaptation et où, pour moi, les clés du succès, ça a été le dialogue social avec les équipes, c'est-à-dire et le management de proximité. C'est écouter les besoins des gens, voir qui étaient volontaires. Moi, j'avais des gens qui, par exemple, voulaient travailler alors qu'ils avaient un enfant handicapé à garder à la maison. Et dans ce cadre-là, leurs contraintes horaires, on s'est adapté pour pouvoir les faire travailler quand ils pouvaient travailler. Là aussi, les clés de succès, je pense, c'est la capacité à décider, à donner confiance. Et puis la communication. Moi, je faisais 2 points semaine avec toute l'équipe, ce qui à mon niveau est possible, pour informer les gens de le business, comment va le business, les rassurer parce qu'ils avaient peur qu'on tombe en faillite, parce que les gens se disaient, mais vous êtes une petite entreprise, est-ce que vous allez pouvoir nous payer? Donc, moi, j'ai eu un rôle aussi important de réassurance avec ces gens, avec des équipes. Alors, deuxième chose aussi sur la notion de crise, là sur la partie plus achat, il faut savoir que sur la partie client, Intermarché, qui est mon plus gros client, m'a annoncé dès le début qu'il allait stopper mes références, puisque j'étais un acteur local et que, en termes de gestion, la grande distribution a aussi fait le choix de gérer les 20-80 et de supprimer beaucoup de références, notamment les petites références qui sont souvent des références locales. Donc, moi, le monde s'est effondré parce que dans ce qui me restait, j'allais avoir un gros morceau qui allait tomber à l'eau. Donc là, j'ai agi sur mon réseau local. J'ai appelé le patron de la base Intermarché Bordeaux, qui fait 80% du chiffre d'affaires que je réalise chez Intermarché. Je lui ai expliqué que s'il faisait ça, je pense que j'allais arrêter mon activité. Et comme on a des bonnes relations, il a appelé le national, il a convaincu la direction commerciale d'Intermarché France, qui du coup a maintenu mes produits. Voilà. Des clients comme Super U, qui ont beaucoup communiqué sur le local empathique. J'ai été appelé par exemple par des clients type Super U, des patrons de magasins qui m'ont dit, Monsieur Sani, on travaille ensemble en direct, comment ça va? Je leur ai expliqué que ça n'allait pas bien et ces gens-là ont décidé de prioriser mes produits par rapport à des produits nationaux et donc n'ont pas non plus arrêté mes produits. Donc voilà. Et le dernier point, c'est que j'ai eu aussi la cuisine centrale de Bordeaux, avec qui je suis en projet de développement sur le moyen terme, qui, elle, s'est trouvée en difficulté parce que manque de personnel et qui m'a demandé est-ce que vous pouvez nous fabriquer 2000 repas semaine pour servir les EHPAD, les personnes, les écoles qui étaient ouvertes avec des personnels de santé, avec les enfants des personnels de santé. Et donc, du coup, ça aussi, ça nous a aidés. Donc, je dirais que sur cette partie client, on voit bien l'importance, comme l'a expliqué le Crédit Agricole, de continuer à jouer le jeu et à bien sentir ce qui se passait sur le terrain pour permettre aux PME de continuer à vivre. Nous, honnêtement, quand on était à 30% d'activité, je ne savais pas si j'allais arrêter ou pas. Dans ma tête, je me disais, je fais de l'agro, donc je suis obligé d'arrêter, je suis obligé de continuer parce que si on était en temps de guerre, je serais réquisitionné. Et finalement, c'est toutes ces petites, je dirais, gouttes de business qui ont fait qu'on est resté à moins 70 pendant 2 semaines, et puis après moins 60, moins 40. Aujourd'hui, on est en positif depuis 2 semaines. Donc, là, on est revenu vers une situation quasi normale. Et ensuite, au niveau des fournisseurs, aussi, moi, j'ai eu des problématiques d'achat, puisque je travaille de la morue. La morue, moi, je travaille en produit frais, c'est-à-dire que c'est du cabillaud qui est pêché en Islande, qui est salé, et qui ensuite, après, va pendant 3 semaines, et va m'arriver en container. Et il faut savoir qu'il y a quasiment eu 20% de la pêche mondiale au niveau d'activité sur ces produits-là. Donc, je me suis retrouvé sans matière, avec une visibilité de rupture, sachant que moi, la brandade de morue, c'est 60% de mon business. Donc là, j'ai mon fournisseur de produits de la mer, avec qui je travaille historiquement en partenariat, est allé m'aider. Lui, il avait une activité qui était quasi nulle aussi, mais il m'a dit on va se serrer les coudes. Et donc, il est allé me trouver des matières premières congelées que j'ai dû qualifier en 15 jours pour pouvoir, je dirais, modifier mon process et travailler différemment, avec bien sûr des coûts plus élevés parce que les produits étaient plus chers parce que déjà transformés. Mais grâce, je dirais, à mon fournisseur de matières premières, j'ai pu continuer à produire.
Voilà. Et en autre sens, mon voisin d'en face, qui est dans le BTP, quand il a voulu reprendre son activité, ben, il est venu me voir en me disant, Jérôme, je suis perdu, il faut que je reprenne, mes mecs veulent des masques, mes mecs veulent du gel, j'ai rien, je cherche à acheter ça, j'en trouve pas, personne ne veut m'en acheter, c'est hors de prix. Donc, ben, j'ai du coup donné de mes produits à mon voisin et je lui ai acheté pour son compte des masques, du gel, etc. Donc, on retrouve bien, si vous voulez, la notion de local, hein, et d'écosystème avec cette relation client-fournisseur et aussi avec l'échange, enfin, l'exemple que citait L'Oréal, hein, cette notion de travail dans la durée avec des fournisseurs, c'est-à-dire que le prix n'est pas l'unique variable. Alors, bien sûr qu'il faut acheter correctement, parce que sinon, économiquement, ça ne tient pas la route. Mais en tout cas, il y a plus que du prix, il y a la proximité, et il y a aussi, dans des cas difficiles, être capable de céder. L'exemple des banques aussi est un bon exemple. Moi, je n'ai pas fait appel à des prêts, mais en tout cas, j'ai décalé mes mensualités, ce qui n'a posé aucun problème de la part des banques en question, dont le Crédit Agricole. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Jérôme. Peut-être sur cette relation de la gestion de crise avec les fournisseurs, peut-être que Jérôme, l'autre Jérôme Courteil Oui. de L'Oréal peut… Non, mais merci. Bon, moi, je trouve ça très intéressant ce dialogue parce que sur des activités très différentes, moi, je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Et moi, je retiens quelque part une des clés, c'est la proximité, hein, et c'est la notion d'écosystème. Alors, de manière très concrète, c'est considérer nos fournisseurs comme faisant partie de notre entreprise. Comme certains clients, pour nous, L'Oréal, nous avons aussi des petits clients comme les coiffeurs qui ont été directement affectés par la crise. Et puis, la deuxième notion, c'est la notion de responsabilité. Et c'est vrai que cette responsabilité, elle se teste dans les moments les plus difficiles. Hein, c'est dans ces moments-là, on peut vraiment démontrer par les faits notre responsabilité. Donc nous, concrètement, vis-à-vis des fournisseurs, ça a été un peu du sur-mesure. Nous avons tout de suite intégré nos fournisseurs dans la gestion de crise. On a d'abord maintenu nos activités dans toutes nos usines, ce qui n'était pas simple et ce qui parfois n'était pas la solution de facilité, mais c'était aussi une responsabilité pour maintenir l'activité avec nos fournisseurs. Et ensuite, un peu du sur-mesure avec cette relation de proximité, ce dialogue constant où nos équipes appelaient tous les 2-3 jours leurs fournisseurs parce que évidemment la situation évoluait rapidement. Et puis ensuite, des mesures d'accompagnement spécifiques très concrètes. Alors très concrètement, c'était quoi? C'était la réduction des délais de paiement, parfois avec des paiements comptants, faire livrer du gel hydroalcoolique produit par nos usines à nos fournisseurs, aussi partager toutes nos politiques de protection des personnes, puisque c'est vrai que très rapidement dans le groupe, on a dû, pour maintenir cette activité, protéger notre personnel, notamment notre personnel sur site. Je rejoins un point qui était de dire aussi, finalement, donner de la visibilité à nos fournisseurs dans un moment d'incertitude, de reconduire certains marchés, de ne pas reconsulter des marchés qui étaient prévus. Et parfois, nous avons racheté des stocks pour assurer la trésorerie. En parallèle, il y a eu 2 actions très fortes du groupe. Une première qui était la production de gel hydroalcoolique. Et là, c'est dans toutes les usines, en tout cas dans toutes les zones géographiques, L'Oréal a produit du gel hydroalcoolique et a pu livrer ce gel aux différentes parties prenantes de la crise. Et là encore, cette capacité de produire très rapidement des millions de litres de gel, ça s'est fait grâce à un partenariat avec nos fournisseurs et puis parfois avec d'autres sociétés. Par exemple, il a fallu trouver de l'alcool disponible. Il y a eu des fournisseurs comme Tereos ou comme Manet pour nous, mais aussi d'autres grands groupes comme Bacardi ou Pernod Ricard qui nous ont fourni de l'alcool pour produire du gel.
Et puis, nos fournisseurs de packaging ont pu livrer à nos usines des tubes, des flacons pour conditionner. Et la deuxième grande action aussi, ça a été une action où le gouvernement a sollicité plusieurs industriels pour contribuer à la mise en place d'un pont aérien, notamment avec la Chine, pour livrer du matériel médical. Donc, évidemment, nous avons des équipes et nous avons des équipes dédiées au sourcing dans chacune des zones où nous avons des usines. Et là, nous avons commandé des dizaines de millions d'équipements de protection, des blouses, des surblouses, des pousse-seringues. C'était aussi des achats nouveaux pour nous. Et ce que nous avons pu faire, c'est assurer un prépaiement des commandes par L'Oréal, un contrôle qualité par nos équipes et ensuite pouvoir les acheminer avec nos partenaires comme Géodis en France. Donc vraiment, moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est clairement nos fournisseurs comme nos clients font partie du même écosystème et c'est par une relation de proximité avec une vision sur le long terme de nos relations. Et que clairement, notre responsabilité en temps de crise, elle est extrêmement importante. Et finalement, cette responsabilité va nous permettre de redémarrer dans de meilleures conditions. Et les sociétés qui se sont bien comportées, mieux comportées pendant cette période de crise, j'en suis persuadé, en tireront des bénéfices concrets pour leur business. Voilà en quelques mots pour rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la gestion de crise. Merci Jérôme. J'en profite, il y a une question qui est arrivée un peu plus tôt sur le chat concernant la chaîne de valeur d'un produit qui est posée par un représentant d'Orange. Donc sur un produit de 100 €, quelle est la part du produit produit en France? Est-ce que vous pouvez répondre? Pour L'Oréal, bon, d'abord, il y a peu de produits, en tout cas en termes de production à 100 €, mais tout dépend d'une part des catégories de produits. Si on parle des parfums, des shampoings, du maquillage, il n'y a pas de réponse toute faite. Par exemple, le packaging pour les shampoings, il est essentiellement produit en France, pour notre usine en France qui est à Rambouillet. Après, il y a certaines matières premières qui ne sont pas disponibles en France, qui sont sourcées sur des zones plus lointaines. Mais par rapport à notre stratégie qui est vraiment de produire localement, là où nous vendons, d'intégrer nos fournisseurs dans notre business model, avoir cette relation de proximité, quelque part pour nous aussi, servir le marché, avoir des délais courts de mise à disposition, ça passe par avoir un tissu de fournisseurs local. Donc, je n'ai pas de réponse précise, mais clairement, ma réponse est dès lors que nous pouvons acheter localement, nous achetons localement. Et je peux vous dire que L'Oréal n'a jamais fait le choix, et on le voit dans notre empreinte de production, on a beaucoup d'usines en France, et nous continuons à produire et investir en France. Et par ces investissements, nous développons le tissu fournisseur local. Merci. Merci. Geoffrey Liétard, vous êtes directeur supply chain chez Expert Buy du groupe EPSA. Donc, en tant que spécialiste du conseil de l'optimisation de la performance achat, est-ce que dans la période qui vient, vous notez une progression des achats responsables chez vos clients? Comment cette notion est en train d'évoluer, de se développer? Merci de me donner la parole. Geoffrey Liétard, oui, je travaille pour EPSA Group, qui est un acteur de la performance achat en France, mais aussi à l'international, et plus spécifiquement pour EPSA Marketplace. EPSA Marketplace, c'est la branche qui traite les petits achats de grands groupes qui sont
parmi les entreprises les plus célèbres de la planète et qui nous confient souvent leurs petits achats. Pour vous donner 2-3 chiffres que vous puissiez comprendre un petit peu comment on est structuré, on va acheter pour 500 millions d'euros d'achats annuels, mais on le fait auprès de 350 000, pour 350 000 opérations et auprès de 100 000 fournisseurs. Ça veut dire qu'on traite vraiment des petits achats, des commandes qui sont à 1000, 1500 euros, ce qui représente vraiment les petites commandes des grands groupes. Nous, on a fait de ces achats notre cœur métier. Personnellement, pour moi, c'est une aventure qui a démarré en Chine en 2005, où j'y étais. J'ai créé une petite structure et aujourd'hui, c'est devenu notre siège opérationnel là-bas pour l'Asie-Pacifique. Et depuis 2011, je suis de retour en France et on m'a confié le management d'une partie des équipes opérationnelles, c'est-à-dire à peu près 200 personnes qui sont réparties sur une dizaine de centres, principalement en Europe, mais aussi un peu aux USA et en Asie. Il y a 4 centres qui sont en France, et dont une entreprise adaptée qui s'appelle By the Way et qui a une vingtaine de personnes qui sont des travailleurs qui sont reconnus avec une RQTH. Vous m'avez demandé de participer pour parler de la responsabilité des acheteurs dans la période post-confinement. Alors, j'ai préparé un peu mon discours pour l'axer sur quatre points qui sont la durabilité, les circuits courts, les populations vulnérables et l'emploi sur nos territoires. Ça me plaît beaucoup tout ce qui a été dit depuis le début parce que je retrouve beaucoup ces notions-là. En plus de ces 4 axes majeurs, je pense qu'il y a une ligne de conduite qui est essentielle et qui a été un des points de résilience importants pendant cette période de confinement, qui est de garder l'ouverture d'esprit, se remettre en cause, savoir faire bouger les lignes. Parce que rester ancré sur nos usages, nos habitudes, c'est vraiment pas ce dont on a envie. Et donc, se remettre en cause pour donner du sens. Voilà. Donner du sens à nos usages, à nos habitudes. Ils sont peut-être très intelligents, mais toujours savoir les confirmer pour savoir s'ils sont les bons. Alors, pour étayer un peu cette responsabilité des acheteurs post-confinement, je pense qu'elle est d'abord, à très court terme, de se remettre en ordre de marche. Se remettre en ordre de marche, c'est réussir à fournir nos clients internes en tant qu'acheteurs et réussir à maintenir en opérationnalité nos réseaux fournisseurs, notre écosystème. Donc pour ça, je pense que l'essentiel, on l'a dit, c'est de rester local, c'est de faire attention à la qualité des marchandises et des services plutôt qu'à leur coût. Je pense notamment à la vigilance sur les EPI ou sur tous les équipements sanitaires et de protection qui ont dû être achetés, mis en place ou qui sont encore mis en place. C'est aussi aux achats de diffuser en interne les bonnes pratiques de bon sens, parce que la qualité assure généralement une meilleure satisfaction interne, mais aussi une plus longue durée d'utilisation, une plus longue durabilité. Les responsabilités post-confinement, elles reprennent souvent des démarches qui ont été engagées auparavant. Forcément, on a tous des piliers, des chartes RSE, des façons de faire, des critères d'évaluation fournisseurs, et on ne va pas les balayer du fait de s'être arrêté de travailler, j'ai envie de dire, comme d'habitude pendant quelques semaines ou pendant quelques mois. On pourrait lister beaucoup de points comme ça qui sont des démarches qui ont été engagées avant, mais dans le cadre du pacte, aujourd'hui, j'en retiens trois essentiels, qui est la contribution à une filière qui soit plus locale, locale sur nos territoires, en France, en Europe. Alors, chacun le voit au périmètre qui convient à ses enjeux, et également plus verte, avec des aspects de réutilisation, de durabilité des marchandises qu'on choisit ou qu'on aide à choisir au sein de nos structures. Deuxième démarche à vraiment garder, ce sont toutes les démarches qui ont été faites auprès de populations vulnérables. J'ai beaucoup aimé le terme qui a été donné par Jérôme, je pense, de L'Oréal. On parle parfois de secteur adapté et protégé, mais ce terme est trop conventionnel. J'adore le terme de vulnérabilité ici. Il retranscrit beaucoup mieux la manière humaine qu'on a de vivre avec ces gens-là au quotidien.
Et aujourd'hui, équilibrer les contraintes sanitaires d'un côté et la prise en compte des situations particulières, notamment des handicaps de ces femmes, de ces hommes qui sont concernés, c'est un vrai enjeu pour les managers, pour ceux qui doivent mettre en place les systèmes de protection. Je pense notamment à ces couloirs qui sont parfois assez exigus et sur lesquels on est censé faire des sens uniques. Oui, sauf que quand on a des problèmes de mobilité, devoir faire un sens unique dans une usine, c'est parfois contraindre les gens à marcher une demi-heure pour aller aux toilettes. Et comment dire, trouver le bon équilibre ici, c'est aussi rester humain parfois et faire preuve de bon sens, à donner peut-être des priorités. Hein. On sait que les pompiers ou le SAMU ont le droit de passer au feu rouge ou en sens interdit lorsqu'on est à des moments de crise. Ben, c'est peut-être aussi des choses à prendre en compte et à mettre en place dans nos entreprises, même si ce n'est pas forcément à la lettre ce qui est donné en recommandation par le ministère du Travail. Et puis le dernier point des démarches engagées sur lequel je voulais appuyer, c'est l'aide au maintien en activité de nos fournisseurs. Alors, on en a beaucoup parlé, ça vaut surtout pour les plus fragiles, surtout pour les plus petits. On a déjà cité la reconduction de marché ou d'éviter les appels d'offres, c'est excellent. Le rachat de stock, si en tant que grand groupe on peut le faire, bah, c'est parfait. Mais je pense que le nerf de la guerre, c'est le respect des délais de paiement. Alors, ça peut être fait par quelque chose qui est d'une simplicité, j'ai envie de dire, folle, puisque aujourd'hui, ce qui décale le plus le paiement, c'est le fait que dans les grands groupes, on a des process qui sont assez rigides, ce qui est logique en termes de compliance, mais qui oblige tous les bénéficiaires à réceptionner informatiquement les services ou les marchandises qu'ils ont achetées. Et cette réception, on oublie souvent de la faire. À partir du moment où on a reçu la marchandise et où on l'utilise, on oublie d'aller mettre dans le système le fait qu'on l'a bien reçu, ce qui peut déclencher le paiement. Et nombreux sont ceux qui doivent comprendre ce dont je fais référence ici, parce qu'on relance en interne, on relance énormément pour pouvoir avoir les réceptions informatiques de la part de nos collaborateurs. Malheureusement, c'est ce qui ne marche pas trop bien. Et avant de penser à d'autres solutions peut-être plus intéressantes encore, comme du reverse factoring ou des choses dont on pourrait parler avec des partenaires bancaires, je pense que simplement le fait de dire à nos bénéficiaires, à tous nos collaborateurs que réceptionner informatiquement, ça permet de garder l'écosystème autour de nous, ça permet de payer les fournisseurs qui ont déjà produit les marchandises, souvent déjà livré les prestations, c'est très important. Bon, voilà, le discours qui était préparé. Et puis, je voulais illustrer cela peut-être par et puis donner un petit coup de pouce à deux petites entreprises qui ont récemment, été vertueuses, je trouve. Une première entreprise, c'est une entreprise parisienne qui s'appelle Furniture for Good, une entreprise qui est récemment créée l'année dernière et qui a choisi sur le modèle de l'éco-conception, de se spécialiser sur le mobilier, notamment les chaises, tables, tabourets, bars qui sont utilisés dans les événements, dans les salons. Leur gamme de tables, chaises, tabourets, elle est fabriquée à partir de plastique recyclé, issu de bouteilles de lessive. Et bien sûr, avec les événements, les salons qui ont été spécialement touchés lors du confinement, ils ont eu des difficultés à maintenir leur chiffre d'affaires. Et ils ont réagi de manière super agile en créant un distributeur de gel hydroalcoolique sur les mêmes matériaux ou avec la même idée d'éco-conception. Donc, ils ont dû la faire très vite, faire en partenariat. Ils y ont mis aussi un peu d'acier, donc c'est peut-être un peu moins vertueux que d'habitude. Mais cette installation de distributeur de gel, le choix de cette entreprise pour nos achats de distributeurs de gel, c'est aussi leur permettre à eux de passer le cap et de se reprojeter à nouveau vers un avenir glorieux. Enfin, je l'espère. Le deuxième exemple que je voulais donner, c'est l'entreprise Le Mailleux, qui est spécialisée dans le textile, dans les sous-vêtements, un peu comme le slip français. Ils font des sous-vêtements français. Et dans le nord de la France, là où il y a une grande histoire textile,
ils ont choisi, dès les premiers jours du confinement, de réorienter toute leur production vers les masques. Donc, vous avez probablement vu aux informations ce type de mobilisation de la part de nos PME textiles françaises. Aujourd'hui, elles sont 800 et elles se sont coordonnées en une filière qui s'est construite dans un temps record. Donc, bravo à eux de s'être formidablement mobilisés pendant le confinement. Et aujourd'hui, c'est peut-être aussi à nous de réorienter nos achats, puisque la tension sur les masques diminue, pour avoir le moins possible de masques jetables, mais le plus possible de masques réutilisables, lavables, qui sont maintenant en plus des masques évalués et donc qui sont sanitairement tout à fait valables. Voilà pour mon intervention. Je voulais rappeler les 4 points majeurs qui sont la durabilité, les circuits courts, les populations vulnérables et l'emploi sur nos territoires. Voilà. Merci, merci beaucoup Geoffrey. Ça me donne envie de passer la parole, s'il nous entend, à Patrick Tranois, qui est chef de bureau à la ville de Paris, qui a beaucoup œuvré pour les clauses sociales. Et j'aimerais bien avoir son retour un peu d'expérience et sa réaction par rapport justement à ce que les uns et les autres viennent de dire. Patrick, ce n'était pas prévu, mais merci Laurence, c'est toujours un plaisir. J'étais justement en train de réagir par écrit à ce que disait notre confrère ou collègue tout à l'heure sur la question des masques. On a pu passer commande de plus de 2 millions de masques dans un délai extrêmement contraint à des PME françaises, en particulier d'ailleurs, ou notamment, disons, parce que ce n'était pas forcément majoritaire en volume, mais des structures de l'économie sociale et solidaire, du travail adapté ou de l'insertion par l'activité économique, mais aussi des ateliers de confection de l'économie classique en Île-de-France. Et ce qui a marqué pour moi ce moment, c'est que la facilité qui nous a été offerte par l'urgence impérieuse sanitaire, facilité qui nous a permis de nous affranchir des règles habituelles de la commande publique en termes de publicité, mise en concurrence, etc., a conduit à ce que nous choisissions de façon complètement discrétionnaire nos fournisseurs. Et pourtant, in fine, nous avons acheté des masques plutôt moins chers que ce qui relevait du sourcing habituel de nos collègues acheteurs lorsqu'ils, en temps ordinaire, respectaient les règles de la commande publique et de la mise en concurrence. Donc, par l'expérience, on arrive à prouver que, au fond, ces règles de la commande publique et de la mise en concurrence ne nous garantissent pas forcément le meilleur prix, mais par contre, nous éloignent assez systématiquement de petites entreprises pour lesquelles il est très difficile et chronophage de répondre à ces appels d'offres à la formalisation tatillonne. Par ailleurs, ce que nous avons aussi pu constater dans le cadre de cette expérience, c'est que un certain nombre des PME avec lesquelles nous avons travaillé pour cet achat avaient besoin que nous leur payions des avances. Tout simplement parce qu'avant de confectionner des masques, il faut acheter du tissu. Et donc, non seulement la question qui a été abordée tout à l'heure était très pertinente de mon point de vue en termes de délai de paiement des soldes par l'acheteur public, mais même il faut que l'acheteur public change de culture en termes de paiement d'avance, parce que évidemment une PME, elle a besoin souvent d'être payée en partie, voire en totalité, à la commande pour pouvoir amorcer son processus de production. Je crains que ce que nous avons pu faire en ces matières dans le temps de l'urgence impérieuse, qui est une dérogation à la règle habituelle de la commande publique, nous soyons de nouveau en incapacité de le faire dès lors que le droit commun de la commande publique va se remettre en application. Alors, on a beau avoir un schéma de la commande publique responsable, la ville de Paris a été l'une des premières collectivités à mettre en œuvre cette disposition de la loi du 31 juillet 2014, c'est très bien. On fait ce qu'on peut en termes de marché closé pour donc l'insertion par l'activité économique. On met donc beaucoup de clauses dans l'exécution des contrats
un peu moins, malheureusement, mais on y travaille, de clauses dans l'attribution des contrats. C'est un autre levier, mais qui est plus subjectif, sur lequel il faut qu'on travaille. Mais je pense quand même que nous aurions besoin d'une évolution du cadre réglementaire ou légal, en restant compatible avec le droit de l'Union européenne, en faisant peut-être une interprétation un peu volontariste, pour que les possibilités qu'on a entrevues dans le cadre de l'urgence impérieuse soient traduites dans le droit commun, tout en restant évidemment vigilant à la bonne gestion des deniers publics. Il ne s'agit pas d'ouvrir une boîte de Pandore dispendieuse. Voilà. Merci Patrick. On peut encore prendre quelques questions. Il nous reste 5 minutes. Évidemment, les intervenants également. Alors, pour celles et ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez lever la main en cliquant sur participants et les 3 petits points, lever la main normalement. Ou mettre un message directement dans la conversation. Alors, justement, j'en profite pour peut-être pour rebondir au niveau des grands comptes. Est-ce que là aussi, vous avez dû vous adapter? Pensez-vous, comme Patrick, qu'il va probablement y avoir un retour, j'allais dire, aux anciennes habitudes, à la normale, ou est-ce que vous pensez pouvoir renforcer le meilleur de cette expérience de crise dans les pratiques achats? De notre côté, L'Oréal, bon, j'entends parfaitement ce qui vient d'être dit par Patrick dans le secteur public. Nous aussi, le processus de référencement d'un nouveau fournisseur, il est là aussi pour vérifier un certain nombre de règles, un certain nombre de standards qui vont nous permettre de développer la relation avec ce fournisseur dans la durée. Et il ne faut pas oublier que ce contexte post-crise va être un contexte à haut risque. À haut risque, puisque alors c'est pas le cas en France, mais dans beaucoup de pays, un certain nombre de pays sont en train d'alléger le droit du travail, sont en train de porter atteinte à des droits humains. Donc, on doit être extrêmement vigilant aussi sur cette dimension-là. Nous, après, dans le redémarrage post-crise, notre volonté, c'est de réaffirmer nos engagements, de les accélérer, et notamment sur l'inclusion sociale par les achats. Donc, nous allons continuer à développer notre programme d'achat inclusif parce que nous pensons qu'effectivement, on pourrait être plus résilient, les business models doivent être plus inclusifs et on a un formidable levier avec les fournisseurs par le business que nous attribuons de donner accès à ces personnes vulnérables à un travail décent. Donc, nous, on a développé tout un programme avec un process, des KPI qui est audité. Donc, les chiffres que nous publions, ils sont publiés avec beaucoup de sincérité et de transparence. Ils sont audités chaque année, donc c'est complètement démontré. Mais encore une fois, on va renforcer ce point-là parce que c'est essentiel. Et donc, on parle des quartiers prioritaires pour les villes, on parle des catégories de personnes les plus vulnérables, comme les chômeurs de longue durée, comme les migrants, les personnes en situation de handicap. Et justement, à travers notre business, d'être un acteur d'inclusion sociale. Merci. On est parfait sur le timing. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, ce que vous pouvez faire également, c'est regarder sur lepac.fr. Vous trouverez les bonnes pratiques, justement, achat des entreprises engagées dans le PACT. Leurs rapports PACT sont consultables sur le site Internet. Vraiment, un grand merci à tous. Un petit clin d'œil à nos amis de Martinique qui se sont levés très tôt, couchés très tard et qui sont présents avec nous. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et vous pourrez retrouver les échanges sur le site Internet. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.